Paris, décembre 1988. Un couloir d'hôpital, une lumière crue. On a tout tenté, monsieur le juge. Votre femme n'a pas survécu. Charles Beaumont ne répond pas. Il fixe le nourrisson dans l'incubateur. Il est seul, silencieux. Louis, son fils. Son unique raison de continuer. Il le serre une première fois sans chaleur, sans larmes. Je serai juste, implacable, pour lui. Mais un père qui veut être un juge échoue souvent à être humain. Louis grandit dans une maison impeccable, où les livres sont plus nombreux que les sourires. Chaque jour, il entend des mots comme intégrité, discipline, devoir. Il admire son père au début. Mais très vite, il comprend. L'amour, ici, ne s'exprime pas. Il se prouve par les résultats, par l'exemplarité. Un jour, à l'école primaire, Louis revient blessé. Il s'est battu pour défendre un camarade. Charles le regarde froidement. Tu ne dois pas suivre ton cœur, tu dois suivre la loi. Louis baisse les yeux. Il n'aura ni étreinte ni compassion, rien que des principes. 16 ans. Louis a soif d'adrénaline, de sens, de chaleur humaine. Il commence à sortir, à mentir, à provoquer son père. Tu veux que je sois parfait? Mais parfait pour qui? Pour toi? Pour ta robe noire? Charles, toujours impassible. Tu comprendras quand tu seras un homme. Mais Louis ne veut pas devenir un homme selon la définition de son père. Un soir, à 18 ans, il claque la porte, pour de bon. Tu verras, je réussirai mieux que toi, et sans toi. Charles ne le retient pas. Dans le bureau de Charles, une photo trône encore. Louis, 7 ans, un costume trop grand pour lui, aux côtés d'un père au regard dur. Chaque soir, Charles la regarde. Chaque soir, il se dit, ai-je raté quelque chose ou a-t-il failli à mes principes? Mais il ne décroche jamais la photo. Elle reste, comme une cicatrice murale. Dans sa chambre d'adolescent, Louis tient un carnet noir. À la dernière page, il écrit « Un jour, il verra ». Ce n'est pas en jugeant qu'on sauve un fils, c'est en l'aimant. Et lui, il a choisi la justice. Moi, je choisis la vie. Puis, il ferme le journal, claque la porte et disparaît dans la nuit. Pendant 10 ans, Louis se réinvente. Il voyage, il apprend les langues, il découvre la rue, les business louches, les deals opaques. Mais il devient aussi un stratège. Intelligent, instinctif, magnétique. Sous des identités variées, il crée une structure frauduleuse à Marseille basée sur la vente fictive de biens immobiliers à des investisseurs crédules. Mais Louis ne fait pas ça que pour l'argent. Il veut écraser l'image de son père. Il veut prouver qu'il existe, en dehors de ses règles. Ce qu'il ignore, c'est que la douleur de ses victimes est réelle. Un couple de retraités, ruinés, se suicide. Un matin, 6 heures, perquisition. Louis n'a pas le temps de fuir. Il est arrêté, menotté, la tête contre la voiture. Il entend un policier murmurer. Apparemment, c'est le fils du juge Beaumont. Un frisson lui parcourt l'échine. Il rit, cynique. Ce sera un beau final, non? Une nuit, quelques mois avant son arrestation, Louis écrit une lettre, destinée à Charles. Jamais envoyée. Tu crois que tu m'as élevé dans la vérité, mais tu m'as construit dans la peur. Je suis devenu l'ombre que tu voulais fuir. Et tu verras, ton nom tombera avec moi. Il brûle la lettre dans un cendrier et boit à sa propre chute. À Marseille, dans sa planque luxueuse, Louis se réveille chaque nuit en sursaut. Il voit les visages des gens qu'il a trompés. Une vieille dame en pleurs, un homme au regard vide. Mais chaque matin, il remet son masque de chef d'empire, jusqu'au jour où les masques tombent vraiment. Jour du procès. Charles reçoit le dossier sur son bureau. Quand il voit le nom Louis Beaumont, il lâche son stylo. Il croit à une erreur. Il fouille les photos. Le visage, le regard. C'est bien lui. Mon fils est devenu un criminel. Il s'effondre dans son bureau, mais il prend une décision glaciale. Je le jugerai, comme n'importe quel citoyen, je suis la loi. Mais au fond, son cœur hurle. Salle d'audience, la presse est présente, l'atmosphère est électrique. Louis entre, costume simple, menotté. Il lève les yeux et voit son père sur le trône du jugement. Un sourire sarcastique naît sur ses lèvres. J'aurais dû savoir, même le destin est sadique. Charles serre la mâchoire. Il ne peut pas parler. Il ne peut pas fuir. Les témoignages s'enchaînent. Des visages brisés. Des vies ruinées. Louis écoute sans broncher, jusqu'à ce qu'un vieil homme, les larmes aux yeux, crie « À cause de vous, j'ai perdu ma femme et ma maison. » Louis baisse les yeux. Pour la première fois, il semble touché. Puis il regarde son père.
C'est ce que tu voulais, non? Que je ressente ce que c'est d'être responsable? Charles répond enfin, je voulais que tu sois un homme, pas un mirage. Dernier jour du procès. Silence absolu. Charles lit les charges. Sa voix tremble. Louis Beaumont, reconnu coupable. Il s'arrête. Une larme tombe. Il reprend. Condamné à 6 années de réclusion criminelle, la loi ne connaît pas le sang. Louis ferme les yeux, puis murmure. Et moi, je ne connais plus le tien. La salle explose en chuchotements. Charles quitte la salle sans un regard. Cette nuit-là, Charles ne dort pas. Il reste dans son bureau, robe de magistrat posée à ses pieds. Il relit les pages du dossier. Il entend encore la voix de son fils. Il murmure seul, face à la fenêtre. Est-ce que j'ai jugé ou est-ce que j'ai vengé? En cellule, Louis tourne en rond. Il pense à son enfance, à chaque regard froid, chaque règle imposée. Il serre les dents. Il m'a enfermé bien avant cette prison. Mais il sent aussi, malgré lui, une brèche, un souvenir enfoui, le jour où Charles lui a appris à faire ses lacets, le seul jour où il avait souri. Charles tombe en dépression. Il arrête de juger. Il disparaît. Les médias titrent le juge qui a condamné son propre fils. Louis en prison se mure dans le silence. Mais un jour, il reçoit une lettre. Je ne suis plus juge, je suis juste un homme, brisé. J'ai cru que l'honneur suffisait, mais j'ai tué notre lien. Je t'ai condamné 2 fois, par ma froideur, puis par ma sentence. Je t'aime, Louis. J'espère qu'il reste quelque chose à reconstruire. 6 ans plus tard, un matin gris à Paris, les portes de la prison de Fresnes s'ouvrent lentement. Louis sort, un sac plastique à la main, un regard creusé par les années. Il ne sourit pas. Il n'attend personne. Personne ne l'attend. Mais dans sa poche, une vieille lettre froissée, signée Charles. Louis erre dans les rues de Paris. Tout a changé. Les vitrines, les visages, même le ciel semblent différents. Il trouve un petit studio dans le 19e arrondissement, loué au nom de CB. Charles? Il ne veut pas y croire. Sur la table, une enveloppe. Dedans un mot, je ne suis pas venu te chercher. Tu dois décider si tu veux revenir. Mais sache que ma porte est ouverte. Louis déchire la lettre, mais il ne la jette pas. Chaque nuit, Louis fait des cauchemars. La salle du tribunal, le regard froid de son père, le marteau qui tombe, il tente de se reconstruire, il travaille dans une association pour les victimes de fraude. Ironique. Un jour, une femme l'interpelle. Vous êtes Louis Beaumont, le fils du juge? Il la fixe. Elle sourit. Mon père s'est suicidé après avoir tout perdu, mais je ne vous déteste pas, parce que vous avez payé. Louis reste figé. Ce pardon le brûle. Chez Charles Beaumont, l'ancien juge vit dans une petite maison isolée à Fontainebleau. Il n'a plus remis sa robe. Il vit seul entre les livres et les regrets. Chaque dimanche, il met 2 couverts sur la table. Un reste vide. Il regarde le téléphone. Il hésite. Il n'appelle jamais. Mais un soir, alors que la pluie cogne les vitres, on frappe à la porte. Charles ouvre. Louis est là, trempé, silencieux, aucun mot, juste un regard. Puis Louis entre. Le repas est silencieux. Le bruit des couverts résonne comme un métronome du passé. Enfin, Louis parle. Pourquoi tu ne t'es pas récusé? Charles pose lentement sa fourchette. Parce que je croyais encore être juste. Je ne voulais pas paraître faible. J'ai été lâche. Tu ne m'as pas condamné pour mes crimes. Tu m'as condamné pour t'avoir quitté. Silence. Tu avais raison, murmure Charles. Plus tard, dans le salon, Charles tousse violemment. Il prend des médicaments. J'ai un cancer du pancréas. Il me reste quelques mois. Louis reste figé. Puis, tu veux que je te pardonne pour mourir tranquille, c'est ça? Non. Je veux que tu me pardonnes pour que toi, tu vives en paix. Un long silence. Puis Louis dit, alors fais une chose pour moi. Dis-le. Dis que tu m'aimes. Charles tremble. Je t'aime, Louis, depuis toujours, même quand je ne savais pas comment le montrer. Dans la salle de bain, Louis découvre un vieux miroir fendu. Il s'y regarde. Il a les mêmes cernes que son père, la même ride entre les sourcils. Il murmure, on ne choisit pas les cicatrices, mais on peut choisir ce qu'on en fait. Dans une vieille malle, Charles sort un carnet jauni. Il le tend à Louis. À l'intérieur, des dessins, des lettres jamais envoyées, des notes de chaque jour de son enfance. Je t'ai suivi, même en silence. Louis ferme les yeux. Une larme coule, pas de tristesse, de reconnexion. Quelques semaines plus tard, Louis revient chaque jour. Il parle. Rien, parfois. Charles pleure souvent.
Un soir, Charles lui tend un manuscrit. Le jugement du sang, mémoire d'un père et d'un juge. Je veux que tu le publies. Dis-leur la vérité. Dis-leur que la justice a un prix et que j'ai payé le mien. Louis accepte. Charles meurt quelques mois plus tard. Sur sa tombe, Louis grave ces mots. Il a jugé tous les hommes, mais à la fin, il a aimé son fils. Le livre devient un best-seller. Louis devient conférencier. Il parle de justice réparatrice, de trauma, de pardon. Un jour sur scène, il conclut: Mon père m'a condamné, mais il m'a aussi libéré, par la vérité, par l'amour. À la fin, ce n'est pas la loi qui sauve, c'est le cœur. Sur scène, juste après sa conférence, Louis reste quelques secondes sans rien dire. Un silence dense, chargé. Puis il sort une vieille lettre pliée, celle de Charles. Il lit une phrase. Le public est debout, les larmes coulent. Louis baisse les yeux. Il m'a jugé et aimé. Il a été deux hommes, et j'ai appris à être un seul, moi-même. Un soir, à Fontainebleau, Louis s'assoit sur un banc en bois face à la vieille maison de Charles. Le vent caresse les feuilles. Le silence est doux. Il sort le carnet de son père et y ajoute une phrase: Il m'a appris la loi. Puis, il m'a donné la foi. Pas celle des dieux, celle du pardon. Il ferme le carnet et regarde le ciel. Morale ultime, la vraie justice commence quand la vérité rencontre l'amour. Même brisé, un lien de sang peut se recoller s'il est lavé par la sincérité. Ce n'est jamais trop tard pour dire je t'aime, sauf quand on ne le dit pas.